Plusieurs variantes ont été sur la table, notamment la médiation du Vatican, la médiation de la Suisse. Mais finalement, la Russie a insisté que ce soit Istanbul comme le lieu des négociations. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la Turquie adopte une position plus ou moins neutre quant au règlement de ce conflit. Et bien sûr, la Turquie reste un acteur très important dans la région. Et donc, comme le veut la tradition, comme c'était le cas lors du premier round des négociations, donc ce cycle de négociations a été ouvert par le court discours du ministre turc des Affaires étrangères. Je vous propose d'écouter l'extrait de sa déclaration. Lors de notre réunion d'aujourd'hui, nous comptons discuter des conditions d'un cessez-le-feu ainsi que des perspectives pour les prochaines étapes. Dans le même temps, d'un point de vue humanitaire, nous comptons aussi discuter d'un échange de civils et de prisonniers de guerre. Nous étudions également les préparatifs nécessaires à une rencontre entre les dirigeants. Les négociations ont duré un peu plus d'une heure. Bien sûr, ce temps ne peut pas suffire pour discuter vraiment tous les détails, mais quand même quelques résultats importants ont été atteints. Après ces négociations, deux chefs des délégations, russes et ukrainiens, ont donné une petite conférence de presse. À commencer par le chef de la délégation ukrainienne. Il a accusé la réception du mémorandum russe et a proposé de se rencontrer d'ici fin juin. Je vous propose d'écouter Rustam Umerov. Ce n'est qu'au cours de la discussion d'aujourd'hui que les Russes ont remis leurs documents à notre délégation. Nos équipes auront besoin d'une semaine pour examiner les documents, puis nous pourrons convenir des prochaines étapes. Nous proposons à la partie russe de tenir une réunion d'ici la fin du mois, du 20 au 30 juin. Cela est essentiel pour faire avancer le processus de négociation. L'une des questions soulevées aujourd'hui par l'Ukraine, c'était la question des enfants. C'était le narratif de la propagande ukrainienne qui accuse la Russie d'avoir kidnappé les enfants. Maintenant, l'Ukraine prétend se soucier de leur destin et je vous propose une fois de plus d'écouter la déclaration de Rustam Umerov à ce sujet. Nous avons fourni à la partie adverse une liste de plusieurs centaines d'enfants ukrainiens qui ont été déportés vers la Russie. Cette question constitue pour nous une priorité absolue. Si la Russie est réellement engagée dans le processus de paix, le retour, ne serait-ce que de la moitié de ces enfants, constituerait un signal positif. Après le chef de la délégation ukrainienne, c'était au tour de Vladimir Medinsky de donner une conférence de presse où il a clarifié la position russe sur vraiment tous les sujets qui ont été abordés aujourd'hui lors de ces négociations, mais notamment, bien sûr, la question des enfants. Et il s'est arrêté particulièrement sur cette question pour vraiment clarifier toutes les choses là-dessus. Je voudrais ajouter quelques mots concernant la question dite des enfants. Au début, nous avons entendu dire récemment, au niveau de l'ONU, de l'OSCE et ainsi de suite, qu'1,5 million d'enfants ukrainiens auraient été enlevés par les Russes. Puis, il s'agissait de 200 000 enfants ukrainiens enlevés par les Russes. Aujourd'hui, le chiffre officiel a diminué à 20 000 enfants enlevés par les Russes. Nous avons constamment essayé d'attester ce chiffre. Montrez-nous ces enfants. Donnez-nous les prénoms, les noms de famille, les demandes des parents. Qui sont ces enfants? Il n'y avait pas de liste, que des chiffres. Enfin, aujourd'hui, par ailleurs, je tiens à souligner que notre bureau du commissaire aux droits de l'enfant travaille sans relâche. Les enfants qui, à la suite d'une situation difficile, se sont retrouvés coincés au milieu, ont été évacués. Mais si on retrouve leurs parents ou n'importe quel membre de la famille, ils rejoignent leur famille. Quels sont en fait les chiffres réels? Donnez-moi la liste. Nous avons enfin reçu la liste complète. Comme vous pouvez le voir, il ne s'agit pas d'1,5 million ni de 20 000. 339 noms. Nous allons nous renseigner sur chacun d'eux, sur chacun de ces enfants. Parce que c'est ça le vrai chiffre. Ces derniers temps, nous traitons toutes ces requêtes, toutes sans exception. Notre bureau du commissaire aux droits de l'enfant a retourné 101 enfants. 101 enfants. Et du côté ukrainien, 22 enfants ont été retournés. Car c'est la même situation là-bas. Nos enfants peuvent se retrouver dans la zone de combat et perdre le contact avec leurs parents. Dès que les parents sont retrouvés, dès que l'on retrouve des représentants légaux, des tantes, des grands-parents,
Le regroupement familial s'ensuit immédiatement. Cette liste de 339 noms montre une fois de plus que les autorités ukrainiennes, malheureusement, font du thème des enfants disparus un show destiné aux Européens compatissants. L'exigence principale du côté ukrainien, c'était le cessez-le-feu sans condition. Et ce ne serait pas vraiment étonnant de l'entendre du côté ukrainien, car on voit bien la situation actuelle sur le champ de bataille. L'armée russe s'avance sur toute la ligne de front, notamment au sud, vers l'ouest, mais aussi depuis le nord du pays, car vous savez que presque chaque jour, il y a de nouvelles localités qui sont libérées dans la région de Kharkov, mais aussi dans la région de Sumy. Vous voyez vraiment la mobilisation qui s'intensifie, ou lorsqu'on rattrape vraiment les hommes dans la rue. Et donc, ce n'est pas étonnant que l'Ukraine exige le cessez-le-feu immédiat et sans condition, mais quand même, la Russie n'est pas totalement opposée à cette initiative. Vladimir Poutine a déclaré à plusieurs reprises, mais il y a beaucoup de nuances qu'il faut discuter, qu'il faut clarifier, eh bien, qui va contrôler cette ligne de front et surtout qui va garantir que l'Ukraine ne va pas utiliser ce temps pour se réarmer. Mais la Russie a avancé une proposition à elle du cessez-le-feu dans certaines zones du conflit. Je vous propose d'écouter à ce sujet le chef de la délégation russe, Vladimir Medinsky. Concernant notre dernière proposition, étant donné que l'Ukraine évoque sans cesse la nécessité d'un cessez-le-feu en termes assez généreux, nous avons proposé un cessez-le-feu concret pour 2 ou 3 jours dans certains secteurs du front. Les spécialistes militaires russes et ukrainiens vont y travailler. Quel est l'objectif de ce bref cessez-le-feu avec une interruption du vol de drones et d'autres mesures pour permettre aux commandants de récupérer les corps de leurs soldats? Il fait très chaud, la situation sanitaire dans la zone grise présente un risque d'épidémie. C'est pourquoi nous voulons donner cette possibilité, d'autant que l'armée russe avance et qu'il y a donc plus de soldats ukrainiens dans cette zone, soyons francs, que les nôtres. Nous voulons donc réunir les conditions nécessaires pour pouvoir récupérer les corps des soldats morts, les transférer à la partie adverse afin que les soldats soient enterrés chrétiennement. Telle était la proposition. Les militaires ukrainiens nous ont promis d'y travailler dès que possible. J'espère que nous parviendrons à un accord sur cette question. L'objectif numéro 1 pour la Russie, c'est d'éradiquer les causes premières de ce conflit. Eh bien là, il s'agit tout d'abord de la pression sur les peuples russophones qui vivent sur le territoire ukrainien. Là, c'est très important de dire que les négociations se sont déroulées en russe. Et le russe est compris et parlé par la majeure partie de la population ukrainienne et surtout celle du Donbass et des nouvelles régions russes en général. Et bien sûr, la deuxième cause profonde de ce conflit, c'est l'expansion sans cesse de l'OTAN. Vous savez qu'après la chute de l'Union soviétique, l'OTAN a connu plusieurs vagues d'élargissement et donc si l'Ukraine rejoint l'OTAN, les infrastructures de l'alliance militaire vont se retrouver tout près des frontières russes. Et il y a tout juste quelques minutes, notre équipe a pu voir le mémorandum du côté russe qui contient vraiment les conditions les unes par les autres. Eh bien, tout d'abord, la Russie exige la reconnaissance internationale des 4 nouvelles régions, mais aussi la Crimée. Cela veut dire que l'Ukraine devra se retirer de ces régions. Bien sûr, la question de la neutralité de l'Ukraine est primordiale pour la sécurité russe. Cela veut dire en pratique que l'Ukraine refuse de tenter de rejoindre l'OTAN. Bien sûr, l'Ukraine doit accepter les limitations quant à ses forces armées. L'Ukraine devra aussi garantir les droits des peuples russophones qui vivent sur son territoire et bien sûr l'interdiction de la glorification du nazisme. Quant aux questions du cessez-le-feu permanent, la Russie ne la refute pas. Il y a plusieurs scénarios qui sont exposés dans ce document. Eh bien, tout d'abord, c'est le début du retrait des forces ukrainiennes. C'est le scénario numéro 1. Eh bien, le scénario numéro 2, parmi les premières actions que l'Ukraine devra faire, eh bien, tout d'abord, l'interdiction pour le redéploiement des forces ukrainiennes et le début de la démobilisation. Et bien sûr, il faut arrêter tout le soutien militaire
humanitaire à l'Ukraine de la part des pays occidentaux, ce n'est qu'ensuite qu'on pourra vraiment discuter de la question du cessez-le-feu. Quelques mots aussi sur l'organisation de cet événement. Je voudrais dire que l'accueil a été vraiment très chaleureux de la partie turque. Eh bien, il y avait vraiment toutes les conditions. Donc tout s'est bien déroulé pour l'équipe journaliste, alors qu'ici, il y avait vraiment beaucoup d'équipes venant de 4 coins de la planète.